On a eu cette réunion avec le G7 et le président Macron. C'est quelqu'un de très spécial à mes yeux, quelqu'un avec qui nous avons déjà travaillé et je pense qu'on a réalisé beaucoup de progrès. On a beaucoup échangé avec la Russie, mais avec d'autres aussi. On essaye de mettre un terme à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense qu'en quelques semaines, on a déjà beaucoup avancé. Le président nous a beaucoup aidé en cela. Et on a aussi parlé d'accords de libre-échange que l'on va nouer avec la France. Et on aura l'occasion d'en parler plus avant. Et puis il y aura aussi une conférence de presse au cours de laquelle vous pourrez poser des questions. Il y aura aussi un déjeuner avec toute la délégation française. Nous sommes impatients d'ailleurs de pouvoir participer à cela. On a une relation spéciale avec la France, moi avec cet homme à ma droite, et j'espère que cette relation va perdurer. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Donald. J'aimerais remercier le Président pour son hospitalité. Nous avons eu un bon échange au moment de notre réunion du G7. Et c'est la 3e année de guerre en Ukraine et notre objectif commun est de bâtir la paix, une paix durable et solide. Et c'est précisément de cela dont il sera question au moment de notre entretien, parce que moi j'ai énormément de respect pour la bravoure et le courage du peuple ukrainien. Notre objectif partagé, c'est la paix, mais nous savons aussi qu'il faut qu'il y ait des garanties pour que la paix soit solide et que la situation soit stable. Je suis ici en ami parce que depuis maintenant des siècles, la France et les États-Unis sont des pays amis et nous deux, nous sommes amis. Nous avons déjà travaillé ensemble par le passé et la France et les États-Unis sont toujours du même côté, du bon côté de l'histoire. C'est un moment important qui se joue aussi pour l'Europe. J'ai échangé avec tous mes collègues européens et l'Europe est prête à être un partenaire plus important encore pour la défense et la sécurité du continent et un partenaire aussi commercial avec des investissements à la clé. Donc je suis très impatient d'avoir cet échange avec vous et j'aimerais vous remercier à nouveau, Monsieur le Président, de votre présence à Notre-Dame de Paris. C'était important pour le peuple français. Merci beaucoup. Donc ça, c'est la cathédrale à Paris qui a été rebâtie. C'était un travail d'ailleurs remarquable avec un incendie qui avait frappé la cathédrale il y a 5 ans. Cet incendie, c'était d'une grande tristesse, mais la rénovation a été formidable. Merci encore d'être ici. Est-ce qu'il y a des questions? Quid de l'accord sur les minerais? Écoutez, c'est un accord sur lequel on est en train de travailler. Il est presque bouclé. Il faudrait qu'on récupère l'argent que nous avons investi en Ukraine. Je pense que ça sera bon aussi pour l'Ukraine. Mais nous, on a investi 350 milliards de dollars en Ukraine pour sa défense. C'est énormément d'argent investi et on n'a rien reçu en retour. L'administration Biden est coupable de cela et les Européens, eux, ont investi 100 milliards sous forme de prêts. Et les Européens ont été malins, ils ont compris que ce n'était pas juste, ils nous ont aidés. Mais pour ce qui est des Ukrainiens, j'ai l'impression qu'on est proche d'un accord. Scott est là, pas très loin. Il travaille sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Scott? Oui, on en est vraiment pas loin de la conclusion. Un accord sur les minerais, est-ce qu'il serait assorti d'une sécurité pour l'Ukraine et l'Europe? L'Europe va veiller à faire le nécessaire. Écoutez, une fois qu'on aura signé l'accord, je pense qu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine. Ça ne sera plus un gros problème. Ça sera le cas de nos soucis. Les États-Unis ont décidé de fermer une base militaire, et ce, à la demande de la Turquie et de la Russie. Marco, quelque chose à ajouter?
Non, ce n'est pas la bonne information que vous avez. Quelle est votre réaction aux gens en Europe qui disent que vous abandonnez l'Ukraine et que vous allez sacrifier l'Ukraine dans un accord avec Poutine? Nous, on a aidé l'Ukraine comme personne n'a aidé l'Ukraine par le passé. Et si moi j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre. Et grâce à moi, on va pouvoir envisager la paix. Moi, président, aucune chance de voir cette guerre éclater. Malheureusement, ça a été le cas. Et moi, mon rôle, c'est de terminer cette guerre qui a fait des milliers de morts, des milliers de personnes qui meurent toutes les semaines. En Russie, on parle de 700 000 personnes qui sont mortes, à peu près pareil en Ukraine, sans même parler d'ailleurs des villes détruites. Donc ça a été une guerre absolument terrible, atroce. Il faut trouver une issue. Et on ne parle pas de soldats américains, mais des soldats russes et ukrainiens. Mais d'un point de vue humanitaire, il faut qu'on trouve une solution. Et puis ça pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où d'autres pays sont embarqués et on pourrait avoir une troisième guerre mondiale. Est-ce que vous appuyez l'envoi de troupes européennes? Il pourrait y avoir des troupes européennes afin de garantir la paix et de veiller à ce que l'accord de paix soit bel et bien respecté. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Je ne veux pas parler au nom de la France, mais je sais qu'il y a des chefs d'État européens qui en ont parlé. En tout cas, si on peut organiser des missions de maintien de la paix, ça serait une bonne chose plutôt que toutes ces morts inutiles. Et quid du soutien américain? Alors il y aura un appui qui sera fourni d'une manière ou d'une autre. Les Européens seront là. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de beaucoup d'appui en réalité. Une fois que l'accord sera signé, la Russie retournera à ses affaires et l'Ukraine et l'Europe pareil. Pour moi, ça ne posera pas de souci. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer le président Zelensky? Oui, d'ailleurs, il viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour signer l'accord de paix. Mais j'aimerais le rencontrer ici au bureau ovale. Donc voilà, l'accord de paix, on y travaille, on est tout proche d'un accord. Et je pense que le président Zelensky aimerait venir ici pour le signer. Moi, ça me convient tout à fait. Après, il faut que ce soit approuvé par leurs conseils ou leurs autorités, mais ça me semble probable. Et puis, je rencontrerai le président Poutine aussi à un moment donné. Je ne peux pas vous dire quand, mais on essaye de trouver une solution. Mais oui, à un moment donné, je le rencontrerai lui aussi. On me demande de dire quelques mots en français. Le président l'a dit, je pense que c'est un moment important. C'est un moment important de la discussion. On veut bâtir la paix en Ukraine et le bilan qui a été rappelé, une réalité, il y a d'1 million de morts et de blessés depuis le début de ce conflit et de cette guerre d'agression. Notre volonté, c'est que cette paix dure, parce que nous avons déjà eu un cessez-le-feu et une paix qui n'a pas été respectée. C'était les accords de Minsk, 1 puis 2. Et donc le corps de cette discussion, c'est de s'assurer d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, ensuite que les Ukrainiens soient impliqués. Et je pense que ce que vient de dire à l'instant le président Trump est très important, c'est-à-dire qu'il va rencontrer rapidement le président Zelensky pour signer cet accord sur les minerais critiques et les terres rares, et que c'est aussi un moyen d'avoir une implication américaine forte. Les Européens sont prêts à prendre leur charge sous des formes diverses de soutien à l'armée ukrainienne, de présence, y compris pour s'assurer que la paix soit durable. Et l'implication dans la durée des États-Unis d'Amérique à travers cet accord est une bonne chose. Et donc tout est encore à construire. Et je ne veux pas préempter les discussions. Mais nous partageons le même objectif. Et ce qu'on a discuté ce matin, pendant 1 heure après la visioconférence ensemble, et ce qu'on va continuer de travailler, sont pour moi des bonnes avancées.
et l'annonce de... Est-ce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine est encore un objectif crédible? Alors on en a parlé il y a un instant, c'est exactement ça qu'on veut faire. On veut bâtir la paix en Ukraine. Nous avons eu un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté sous les accords de Minsk 1 et 2. Le président Trump va effectivement rencontrer le président Zelensky pour signer un accord sur les minerais rares et on est heureux de voir cet investissement américain et l'Europe est prête à soutenir l'Ukraine de diverses manières et je ne veux pas préempter les discussions que nous aurons ensemble, mais nous avons en tout cas cet objectif partagé de bâtir une paix durable. Alors je veux juste ajouter quelque chose. On était à la Tour Eiffel, on dînait avec votre formidable épouse et la mienne et il a commencé à parler du French Deal et tout ça, ça se faisait en français, il n'y avait pas d'interprète et moi j'écoutais, puis le lendemain j'ai lu les journaux et j'ai dit mais c'est pas du tout ça qu'on s'était dit en réalité. Donc c'est quelqu'un de très malin, je vous assure. Vous avez désigné Zelensky comme dictateur. Est-ce que vous réitériez ces propos? Écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'on peut trouver un bon accord entre les pays. Là, il est question de l'Europe, il est question de l'Ukraine. On voit aussi que l'autre partie a beaucoup de soutien. Donc on verra ce que ça va donner. On peut inventer de l'argent, imprimer de l'argent, mais créer de nouvelles vies, ça ce n'est pas possible. Et cette guerre, elle a fait énormément de victimes. Est-ce que vous pensez que le département Dodge va nous en dire un peu plus sur cet email exigé de la part des fonctionnaires sur leurs 5 missions réalisées dans la semaine? Vous voulez dire cet email sur ce que les fonctionnaires ont fait la semaine passée? Moi, je pense que c'est une bonne idée, en fait, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas au travail. Et donc, on leur posait la question, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Eh bien, Elon Musk est en train de poser la question, est-ce que vous êtes en train de travailler? Et si ne vous répondez pas, eh bien, vous êtes à moitié viré ou complètement viré. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne répondent pas parce que ces personnes n'existent même pas. Voilà comment la précédente administration a géré les choses. Donc on essaye de comprendre qui travaille pour l'État. Est-ce qu'on paye des personnes qui ne travaillent pas? On a identifié des centaines de milliards de dollars de fraude et on ne fait que commencer. On va aller à Fort Knox pour voir si l'or est toujours là parce que peut-être que quelqu'un l'a volé, des tonnes d'or volées, disparues. Donc moi je pense que c'était tout à fait génial d'envoyer ce mail pour voir si chacun travaille. Donc on demande aux employés de l'État de dire est-ce que vous avez travaillé et si oui, qu'est-ce que vous avez fait au cours des 5 derniers jours? S'ils ne répondent pas, c'est qu'ils n'ont rien fait. Alors il y a des consignes qui sont passées pour que justement les employés fédéraux ne répondent pas à ce message-là. Est-ce que cela vous inquiète? Non, 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 écoutez, tout ça, ça a été fait de manière très amicale. Il y a peut-être le département d'État où il y a des sujets confidentiels, le FBI aussi, où il y a des sujets confidentiels qui ne peuvent pas être évoqués. Donc non, ce n'est pas du tout une confrontation vis-à-vis d'Elon Musk, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas divulguer ce qu'ils ont fait pour des questions de confidentialité. Et nous, on partira du principe que si on ne répond pas à cet email, c'est que on ne travaille pas. Donc on ne verra plus ces personnes-là. On a un sondage Harvard qui vient de sortir qui montre que cette initiative est très très bien reçue.
Et quid de la place de l'OTAN, de la place des États-Unis, de l'Europe? L'OTAN prend toute sa place. Lorsque j'ai été élu pour mon premier mandat, il y a des centaines de milliards de dollars qui ont été fléchés vers l'OTAN. Pendant des années, plus personne ne payait l'OTAN. Et moi, j'ai menacé de notre retrait de l'OTAN et chacun s'est mis à payer. L'OTAN, quand c'est bien utilisé, c'est un formidable outil. Pour ce qui est du Canada, du Mexique, de l'Europe, j'aimerais savoir un peu... Attendez, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Vous avez une très belle voix, mais qui ne porte pas beaucoup. Vous êtes d'où? Ah, d'Italie. Ah, j'adore l'Italie. Allez-y. Est-ce que vous allez augmenter les droits de douane sur les produits italiens? Alors moi j'adore l'Italie, l'Italie est un pays très important. Vous avez une femme formidable comme chef d'État. Elle a d'ailleurs participé à nos échanges au niveau du G7 ce matin. Non, je pense que l'Italie s'en sort très bien avec un très bon leadership avec Georgia. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous avez dit sur les transactions commerciales entre la Russie et les États-Unis? Les transactions commerciales entre les États-Unis et la Russie. Alors, on va faire un gros travail de développement économique. Enfin, on verra bien ce que ça va finir par donner. Mais en tout cas, on est tout à fait favorable à cela parce qu'il y a beaucoup de terres rares. La superficie du pays est très importante. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous être utiles et inversement. Donc je pense que pour la paix mondiale, c'est une bonne chose si nos deux pays s'entendent. La première chose que l'on veut faire et la première opération que l'on veut boucler, c'est mettre un terme à cette guerre-là. Après, si on peut faire du développement économique avec la Russie comme on le fait avec l'Ukraine et obtenir ce que nous, on veut, eh bien, ça sera une bonne chose. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voté contre les résolutions des Nations Unies? Non, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense que c'est assez évident. Est-ce que augmenter les droits de douane sur les produits européens, c'est toujours à l'ordre du jour? Alors, ce n'est pas une augmentation, c'est plutôt une augmentation réciproque. Si eux, ils augmentent, nous, on augmente aussi. Si ils nous frappent de droits de douane de 20%, on fait pareil. S'ils font 30-40%, on fera la même chose. Donc, c'est finalement à eux de décider. Mais ça sera pareil d'ailleurs avec les autres. Ça s'appelle la réciprocité. Ce qu'ils nous appliquent, on l'applique en retour. Et je sais que ça ne vous pose pas problème, même vous là-bas. Est-ce que vous allez bientôt vous rendre à Moscou, peut-être au mois de mai? Peut-être pas si tôt que cela, mais si on arrive à tout résoudre, ce qui me semble possible, oui, j'irai volontiers, puis lui, on pourrait venir. Le 9 mai, est-ce que vous iriez? Le 9 mai, non, je ne sais pas. Ça me paraît un peu trop tôt. Mais en tout cas, au moment opportun, je pense que la guerre pourrait se terminer rapidement, en l'espace de quelques semaines. Vous pensez? Je vais demander au président Macron, est-ce qu'en quelques semaines, si on est malin, on peut mettre fin à cette guerre? Après, si on n'est pas malin, on pourrait malheureusement voir encore beaucoup de jeunes personnes formidables mourir au front. Mais on veut l'éviter à tout prix. Et n'oubliez pas que cela peut conduire à une troisième guerre mondiale. Et on ne veut pas de ça non plus.
Non, je pense qu'à un moment donné, on pourra peut-être se mettre d'accord sur un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu, c'est le début de la fin de la guerre. Je ne pense pas qu'il y aura un cessez-le-feu et un retour des combats. Et je suis heureux de pouvoir aider parce qu'il n'y avait aucune communication avec la Russie. Biden n'échangeait pas avec la Russie. Il ne pouvait même pas échanger avec ses propres enfants. Il n'y avait aucune communication. Il n'avait pas parlé à Poutine depuis 3 ans. On essaye de mettre un terme à une guerre. Il faut échanger. On a des milliers de personnes, de soldats qui sont tués toutes les semaines. Et puis les villes aussi avec des missiles qui sont lancés sur les villes ukrainiennes. Mais cette guerre, elle est infiniment triste et elle aurait dû être arrêtée bien plus tôt. Elle n'aurait dû même ne jamais commencer et elle n'aurait dû durer qu'une semaine, pas 3 ans. Je vais répondre. Alors si vous me le permettez en français. Plusieurs questions de votre collègue qui ont été posées en français et qui rejoignent les questions posées par les collègues américains. D'abord, cette discussion est utile et construire la paix est une nécessité. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, une capacité de dissuasion qui est restaurée et que c'est ce que veut dire le président Trump quand il dit il n'y aura plus de problème. Je pense que la force du réengagement américain aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'incertitude aussi pour le président Poutine. Et donc il y a une capacité de dissuasion qui est là, qui permet de sceller d'abord sans doute une trêve, la capacité à vérifier que cette trêve est respectée, et ensuite un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine, mais de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Et d'ailleurs, dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, il y a cette question d'une souveraineté ukrainienne qui est respectée. Et donc, nous, ce que nous avons préparé, en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement, en quelque sorte, être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Il y a d'autres moyens de soutenir qui peuvent être des soutiens accrus et capacitaires à l'armée, des structures nouvelles. Et je pense aussi que l'accord qui est discuté, le président l'a dit, la crédibilité américaine qui est mise dans ce moment, c'est aussi montrer que chacun est dans son rôle, mais que nous avons une unité, Européens et Américains, et donc avec une forme de garantie que les Américains prennent par la discussion sur les minerais critiques qui sont en train de finaliser. La guerre peut s'arrêter dans plusieurs Je pense que c'est vraiment la plus belle langue qui soit. J'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire, mais c'est une très belle langue. On vous écoute pour l'interprétation. Alors ça, c'est une question qui a été posée par plusieurs personnes. Nous, on est là pour bâtir la paix. Nous avons des capacités de dissuasion. Comme l'a dit le président Trump, on a vu un réengagement des États-Unis et le message que cela envoie au président Poutine. On pourra avoir une trêve et ensuite un accord de paix qui nous permettra de rebâtir l'Ukraine avec des garanties de sécurité. Alors je ne veux pas préempter les discussions que nous allons avoir, mais il faudra parler de la souveraineté de l'Ukraine. Et nous avons travaillé avec nos partenaires britanniques cette semaine. Nous avons partagé ces informations avec les autres pays européens et nous sommes prêts à apporter ces garanties de sécurité qui pourraient inclure des troupes, mais des troupes là pour maintenir la paix. Les troupes ne seraient pas engagées dans des conflits, mais simplement pour faire respecter l'accord de paix. Nous pouvons aussi aider au renforcement des capacités militaires. Je pense que chacun a un rôle à jouer, mais nous devons rester unis.
Est-ce que vous pensez que l'Ukraine doit abandonner une partie de son territoire? Écoutez, on verra, c'est une négociation qui ne fait que commencer. Il y a déjà beaucoup de territoires qui ont été pris, donc on va voir ce que ça va donner, ça fait partie des négociations. En tout cas, il y avait beaucoup d'unité au moment de notre réunion Skype du G7. En tout cas, beaucoup d'unité entre les pays. C'était très impressionnant à voir. Vous savez, ce n'est pas facile à réaliser. La question qui vient d'être posée était de savoir si on peut reprendre les territoires qui ont été perdus. J'espère, je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ça sera un des sujets de discussion. Les troupes européennes comme un maintien pour la paix, vous pensez qu'il sera d'accord? Oui, il sera d'accord. D'ailleurs, je lui ai posé la question. Écoutez, si on fait cet accord-là, lui, il ne veut pas une guerre mondiale, mais je lui ai posé cette question-là et ça ne lui pose pas de problème. Et quid des 300 milliards d'actifs qui sont gelés, d'actifs russes qui sont gelés? Est-ce que les actifs vont être dégelés? On parle quoi? Des actifs gelés? On s'en est déjà servi pour adosser les prêts qui ont été accordés à l'Ukraine. Et ça fait partie des sanctions, donc ça fera partie des discussions. Après, on respecte le droit international. Ces actifs sont gelés, on ne peut pas s'en servir. On ne peut que se servir des intérêts qu'on génère avec ces actifs-là. Et nous, on veut respecter le droit international. Mais c'est très différent, en fait. Les actifs, eux, on ne les touche pas, mais les intérêts qu'ils génèrent, on peut s'en saisir. Et ensuite, les actifs, on s'en sert dans les négociations à la fin de la guerre. C'est une guerre qui nous a coûté énormément d'argent. Et l'agresseur, c'est qui? C'est la Russie. Ce sont eux les responsables. Donc ces actifs gelés doivent faire partie des négociations. Est-ce que la France appuie une compensation des États-Unis? Alors je pense que c'est l'Ukraine d'abord qui doit recevoir une compensation parce que c'est le pays qui a le plus pâti de cette agression. Après, il faudra qu'il y ait une compensation, mais qui soit payée par la Russie puisque c'est le pays agresseur. Alors juste pour être précis, l'Europe prête l'argent à l'Ukraine. Alors, pour être tout à fait honnête, on paye 60% de l'effort total avec des prêts, des subventions, des garanties, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui a été donné. Après, on a des actifs gelés russes, mais on ne s'en sert pas comme garantie. En fait, ils sont gelés, on n'y a pas touché. Après, si à la fin de la négociation, la Russie veut bien nous donner ces actifs gelés, on les vendra et on les liquidera. Écoutez, s'ils reçoivent leur argent et pas nous, c'est la Russie qui doit payer les compensations pour tout le monde. Écoutez, on est en train de négocier tout cela. On verra un peu aussi ce que ça donnera du côté des territoires. On fera de toute façon une conférence de presse tout à l'heure après notre déjeuner, notre réunion. Donc on se retrouve dans 2 heures. Un grand merci. Thank you.